Mégaphone. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile et bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce mégaphone, les maisons autonomes, et nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles, au projet en tous les cas d'une personne qui s'est investie à fond pour rendre sa maison autonome en eau, en électricité. Nous recevons donc comme invité Marc Girons. Bonjour. Bonjour. Alors, les gens qui ont suivi le festival Tolkien il y a quelques jours ont pu discuter avec vous de ce concept. Mais alors, pour nos auditeurs, déjà, qu'est-ce qu'on appelle une maison autonome ? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions de la maison autonome ? Il pourrait y en avoir plusieurs, oui, bien sûr. Pour moi, une maison autonome, c'est une maison qui peut fonctionner toute seule, même si on est absent, par exemple. On part en vacances pendant un mois, on revient, la maison fonctionne toute seule, la ventilation, le chauffage, la régulation thermique donc de la maison peut fonctionner toute seule. Ensuite, l'autonomie peut aller plus loin, c'est-à-dire que quand on vit dans la maison, on a de l'électricité tout le temps, on a de l'eau tout le temps et du chauffage tout le temps. Alors, on a de l'eau et de l'électricité tout le temps, mais ça, on peut se dire, avec les fournisseurs d'eau et d'électricité, on l'a aussi. Là, vous voulez bien dire que vous avez de l'eau, vous avez de l'électricité, mais sans apport extérieur. Voilà, c'est-à-dire que sans être raccordé ni au réseau d'électricité, ni au réseau d'eau. C'est-à-dire, je dis tout le temps parce qu'il peut y avoir des pannes sur les réseaux. Alors là, si on a une maison autonome, on produit soi-même son électricité, on récupère soi-même son eau de pluie ou éventuellement on a un puits ou un forage qui nous permet d'être autonome. Et au niveau du chauffage, c'est la même chose. On peut avoir un système, on en parlera tout à l'heure, qui peut chauffer la maison en permanence, gratuitement et en permanence. Donc une maison autonome, finalement, c'est quand on peut y vivre sans l'apport énergétique de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on se pose une question. Alors, elle peut peut-être vous paraître simple, mais c'est vrai que c'est une démarche pas facile, forcément. Pourquoi s'engage-t-on ? En tous les cas, pourquoi vous vous êtes engagé dans... alors, vous allez nous expliquer rénovation-construction, mais de cette maison autonome. Quelle a été votre démarche de pensée lorsque un jour vous vous êtes dit « Et si jamais j'allais vers l'autonomie » ? C'est une évolution très lente. Je m'intéressais déjà à tout ce qui était écologique, bio, et tout ça, énergie renouvelable, dans les débuts des années 70. Alors c'est pas nouveau. Et puis petit à petit, ça a cheminé dans mon esprit. Et puis c'est plus quelque chose de philosophique, c'est-à-dire à force de réfléchir, j'avais du mal à concevoir la liberté sans l'autonomie. Et quand on parle alors on peut parler de bonheur, de liberté, et automatiquement on revient toujours sur l'autonomie. C'est-à-dire que c'est difficile d'être heureux si on n'est pas autonome, parce que dans ce cas-là on dépend d'un réseau ou d'autres personnes. Donc forcément ça m'amenait à ça. Et donc j'ai décidé un beau jour de changer de vie complètement, de tout vendre. Ma maison, mon entreprise qui marchait très bien, et pour faire mon projet donc de maison autonome, pour être plus libre, plus serein, voilà, plus heureux en fait. Alors, il y a la recherche de la sérénité, mais est-ce qu'il y avait d'autres attentes ? Est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs ? On peut parler, par exemple, alors on parlait beaucoup des énergies, forcément, en cette période de crise, on va tout de suite penser aux économies. Est-ce que comme ça, il y avait tout un certain nombre d'objectifs que vous souhaitiez atteindre par le biais de votre maison autonome ? Oui, c'était de moins travailler, déjà. Puisque quand on n'est pas autonome, on a beaucoup de factures à payer en fin de mois. Et les gens qui viennent visiter ma maison de temps en temps, à chaque fois, à la fin de la visite, je leur explique, moi, j'ai pas de facture d'eau, j'ai pas de facture d'électricité, et bientôt, quand ce sera terminé, je n'aurai pas non plus de facture de chauffage du tout. Et donc, déjà, en général, à chaque fois, ça les titille un peu, ça les interpelle. Effectivement, le but, c'est de pouvoir produire soi-même ce dont on a besoin. Alors, c'est pas forcément plus économique au départ, parce que ça demande quand même des investissements, surtout au départ. Ensuite, si on parle uniquement de l'électricité, ça revient pas forcément moins cher, à consommation égale, puisque être autonome, c'est bien, mais au prix actuel de l'électricité, je suis pas sûr que ce soit moins cher d'être autonome comme moi. Ceci dit, les choses risquent d'évoluer.
surtout les tarifs de l'électricité. Donc peut-être que dans quelques temps, ce sera plus intéressant. Surtout si les tarifs aussi des panneaux photovoltaïques ou des batteries ou du matériel nécessaire pour tout ça diminuent. Par contre, ça vous rend indépendant des montées ou baisses qu'on peut voir, les fluctuations, on va dire, du prix de l'énergie. Totalement, bien sûr. Et des pannes de courant qui peuvent arriver quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça. Alors il y a l'aspect, vous le disiez, l'aspect économique, vous parliez de la sérénité, vous parliez aussi de la notion de liberté finalement. Ça, c'était aussi un point essentiel de pouvoir vous détacher petit à petit des différents réseaux. Par exemple, il y a un réseau qu'il est quand même dur de garder sans au moins un réseau extérieur, c'est le téléphone. Là, par contre, à moins de choisir d'autres modes de communication comme la marche à pied ou les lettres postales, là, par contre, il y a quand même quelques réseaux, mais ça, finalement, c'est accessoire. Oui, c'est le seul réseau auquel je suis raccordé, c'est donc France Télécom, et puis pour avoir Internet, et puis le téléphone, quoi, bien sûr. Mon but n'est pas de vivre en autarcie. Je veux être autonome, mais je dis souvent, je suis un solitaire solidaire. Donc, je veux continuer à avoir une vie sociale, à fréquenter plein de gens, à échanger, à faire plein de choses avec mes voisins et puis mes amis. Le but, c'est pas d'être en autarcie, de s'isoler du monde. C'était pas ça du tout le but. C'est d'être le plus autonome possible. Et je pense que en étant autonome, je peux peut-être aider les autres à le devenir un petit peu plus. Voilà, d'ailleurs, vous le disiez, vous faites partager votre passion et votre mode de vie puisque vous recevez parfois, alors je suppose c'est des amis ou des contacts pour visiter votre maison. On va voir plus le côté concret tout à l'heure, mais tout d'abord, justement, est-ce que vos attentes, puisqu'on a vu, elles sont nombreuses, sont satisfaites pour cette maison? Alors, on peut le dire aux auditeurs, elle n'est pas encore tout à fait finie, même si vous y vivez. Mais est-ce que, pour l'instant, ça répond à vos attentes? Est-ce que vous y trouvez votre compte sur tous ces aspects-là, finalement, dans votre maison? Au-delà de toute espérance. Je me suis rendu compte, et c'est un truc que j'explique aussi aux gens qui viennent visiter la maison, que la chose que j'aurais le plus de mal à leur expliquer, à leur transmettre, c'est la sérénité que j'ai réussi à atteindre grâce à cette autonomie relative, puisque c'est toujours relatif l'autonomie, mais on peut jamais être autonome à 100%, à moins d'être sur une île déserte, et puis comme Robinson Crusoe, mais... Ça, c'est la sérénité effectivement que j'ai atteint. Et surtout, le fait, je me suis rendu compte petit à petit que j'avais besoin de moins en moins d'argent pour vivre tous les mois. Et ça, c'est une grande liberté d'avoir moins besoin de travailler en fait. Alors ça nous amène donc au comment. On a vu le pourquoi. Maintenant sur le côté pratique, on l'a dit, hein, donc c'est pas encore tout à fait fini. Vous y vivez déjà depuis plusieurs années. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Mais comment ça a débuté? Alors cette fois-ci plus sur le concret, plus sur le terre à terre, ce projet de maison autonome. Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de choix à faire. Comment ça s'est passé? Le premier choix, c'est de trouver le terrain et éventuellement la maison à rénover ou le terrain constructible. Alors, comme moi, je voulais un terrain isolé, je voulais pas trop de voisinage, je voulais être tranquille. C'était difficile de trouver un terrain constructible, parce que maintenant, les terrains constructibles, ils sont uniquement dans les bourgs ou dans des lotissements. Donc j'ai cherché longtemps avant de trouver une maison un peu en ruine à retaper, à rénover. La condition pour moi, c'était d'avoir au moins un peu de terrain autour, mais surtout, c'était de pouvoir avoir un ensoleillement maximum tout au long de la journée, c'est-à-dire pas trop d'arbres au sud et pas trop d'obstacles. Enfin, j'aurais pas pu acheter une maison qui soit à flanc de colline au nord, par exemple, orientée nord, ça aurait pas été possible du tout, quoi. Ni dans une forêt. J'avais visité une petite maison dans une forêt, elle était superbe, mais alors, il n'y avait pas de soleil du tout, sauf l'été, peut-être quand le soleil était au-dessus de la maison, mais... Voilà, et quand on parle d'être autonome en électricité, on comprend bien aussi l'intérêt d'avoir de l'ensoleillement. Alors, il y a aussi toute une partie travaux, parce qu'une maison, pour qu'elle soit autonome, pour que ça marche, on parlait du chauffage tout à l'heure, on ne conçoit pas une maison autonome n'importe comment. Il y a un certain nombre de choses à faire attention. On pense par exemple à la structure, aux fondations, à l'isolation. Il y a vraiment toutes ces choses à prendre en compte? Bien sûr, c'est un projet global, hein, donc il faut analyser un peu le bâtiment tel qu'il est, surtout quand c'est une rénovation
tel qu'il est quand on l'achète. Vous, c'était un bâtiment en pierre, hein, on le rappelle. Oui, c'est une longée en pierre, le tout genre à de fait choses, traditionnelle. Le genre de choses que l'on pense justement impossible. Oui, non, c'est tout à fait possible. C'est un peu plus compliqué qu'une maison neuve qu'on peut plus facilement isoler. Enfin, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans une maison longère bretonne, quoi, hein, traditionnelle. Donc effectivement, il faut faire très attention à l'isolation, de préférence isolée par l'extérieur, comme ça on bénéficie de l'inertie thermique des murs. Ce qui fait que beaucoup de gens disent ah bah oui, mais dans ce cas-là, on verra plus les murs en pierre à l'extérieur. Ben non, il faut faire des choix. Et donc si on veut avoir vraiment une maison qui puisse devenir une maison passive, il faut isoler absolument par l'extérieur. Donc ça veut dire alors soit un crépi à l'extérieur ou un bardage en bois. Moi j'aime bien les maisons avec le bardage en bois, donc ça me dérangeait pas. Ensuite, bah évidemment, pour moi j'ai trouvé l'idéal. J'ai trouvé une maison qui venait d'être en partie rénovée, mais très peu. C'est-à-dire que les murs avaient été rénovés avec de la chaux et du sable, donc des matériaux écologiques. La charpente avait été refaite et la toiture en ardoise était toute neuve. Ceci dit, à l'intérieur de la maison, il n'y avait rien, c'était la terre battue, et il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre, rien du tout. Donc pour moi, c'était vraiment l'idéal. J'avais tout à faire, mais sans avoir les gros travaux de toiture, tout ça. Et le choix des matériaux, on sait que là, c'est plus une question de choix, puisqu'il y a des matériaux, on va dire, conventionnels ou des matériaux écologiques. Vous avez choisi... Vous aviez une préférence dès le départ pour les matériaux écologiques, pour l'isolation ? Autant que possible, bien sûr. Bon, j'ai fait des petits écarts parfois parce que quand il faut faire assez vite et qu'on n'a pas le temps de commander ou de chercher le matériau, mais 98% de la maison a été rénovée avec des matériaux écologiques. Alors il y a du liège pour l'isolation, il y a un produit qui s'appelle Isonate Plus, c'est un mélange de laine de chanvre et laine de bois. Et puis du bois certifié, enfin. Alors toujours sur l'aspect construction, on a parlé des murs. C'est vrai, quand on pense isolation, c'est souvent à ça qu'on pense. On pense aux murs et aux toits. L'aspect du sol, vous le disiez, vous au départ, c'était de la terre battue. Là aussi, ça se réfléchit lorsqu'on veut réfléchir justement sur l'inertie, sur le chauffage. On réfléchit aussi à sa dalle. Oui, surtout moi. J'avais le projet déjà de faire de toute façon un système qu'on appelle capteur solaire breton. Alors j'explique, capteur solaire breton, parce qu'en ardoise, en Bretagne, il y a beaucoup de toits en ardoise, et qu'un toit en ardoise, quand il y a du soleil, ça chauffe très fort. Et le principe, c'est de récupérer l'air chaud sous la toiture en ardoise, sous les ardoises, de faire une ventilation et d'envoyer cet air chaud dans une dalle très très épaisse au rez-de-chaussée, qui elle-même va être isolée. Donc la dalle peut faire entre 1 mètre et 1 mètre 50 d'épaisseur, avec de l'isolant en dessous la dalle et sur les côtés. Et un réseau de tuyaux en zigzag dans cette dalle-là qui va faire passer l'air chaud. Et donc on fait chauffer cette dalle-là très très lentement. Il faut à peu près 2 ou 3 ans pour la faire monter en température à 22-23 degrés. Et ensuite on a un chauffage par le sol très basse température qui fonctionne tout le temps. Et donc on a un système de chauffage gratuit puisque ça nécessite juste un petit ventilateur qui va se mettre en route quand il y a du soleil. Donc qui peut être alimenté par un panneau photovoltaïque par exemple, donc ça coûte rien. Et qui va faire circuler l'air chaud dans la dalle pour la chauffer très lentement. Donc évidemment, moi j'avais regardé ça, et comme le sol était en terre battue, c'était plus facile on n'avait pas de scrupule à creuser, quoi, parce qu'il y aurait eu déjà une dalle béton ou un plancher bois, ça aurait été un petit peu plus embêtant. Moi, en plus, c'est un peu particulier, ma maison est posée directement sur de la roche. Il n'y a pas de fondation. Donc il a fallu creuser 1 mètre de profondeur dans la roche. Ça a été un gros travail. Voilà, certainement pas été facile. Donc ça, c'est pour l'aspect bâtiment, mais l'autonomie s'arrête pas au chauffage et à l'isolation. Vous avez aussi choisi d'être autonome en eau. Sur quel principe et avec quel système est-ce que vous avez réussi à devenir justement autonome sur cette ressource ? Ouais. Il y avait un autre critère aussi dans la recherche d'un bâtiment, c'est que je voulais absolument qu'il y ait un puits pour aussi avoir de l'eau. Et j'ai trouvé donc une maison avec un puits qui était rempli de détritus, donc il a fallu le vider et tout ça. Mais ça s'est bien passé. Et puis il y a toujours de l'eau dedans. Par contre, je fais aussi de la récupération d'eau de pluie. Donc j'ai fait enterrer une citerne de 5000 litres en béton avec un enduit romain à l'intérieur, ce qui permet de bien conserver l'eau de pluie très longtemps sans avoir besoin de la nettoyer régulièrement. Et en fait, depuis 3 ans que je suis là-bas, je suis autonome en eau, mais essentiellement avec l'eau de pluie. Pour tous les usages, c'est-à-dire la boisson, tout ça, avec un système de filtration, évidemment. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, puisqu'il y a quand même l'aspect boisson. Voilà, j'ai un filtre à osmose inverse qui me permet de filtrer l'eau pour la boisson, la cuisine, enfin les usages
alimentaire. Et autrement, je la filtre aussi pour tous usages, donc pour la vaisselle, la douche, enfin tout ça, la lessive, il n'y a aucun problème. Et en Bretagne, c'est particulièrement pratique ce système de récupération d'eau de J'ai pluie. jamais été en manque depuis que je suis là. Voilà, donc ça c'était pour le petit point météo. Autre chose, parce que c'est celui dont on parle peut-être en ce moment le plus, que ce soit à grande échelle ou sur les maisons, c'est l'électricité. On voit de l'éolien qui se développe. Alors, pas forcément dans des objectifs d'autonomie, puisqu'on trouve aussi de l'éolien à très grande échelle. Même chose pour le solaire. Il y a différentes solutions qui existent pour l'électricité, qu'elles soient mécaniques ou liées aux éléments naturels. Vous, là aussi, l'électricité, vous avez dit, vous n'êtes pas raccordé au réseau. Comment est-ce que vous avez fait et sur quelle base avez-vous réfléchi votre alimentation en électricité? Alors, contrairement à ce que j'entends dire souvent, en Bretagne, on peut faire du solaire, ça marche très bien. À part effectivement décembre, janvier, où là c'est un peu plus difficile. Il faut faire un peu attention à sa consommation, mais on peut se raisonner aussi et faire un petit peu attention ces 2 mois de l'année là. Essentiellement, ce sont des panneaux photovoltaïques que j'ai installés tout autour de la maison pour avoir une production un peu plus régulière toute la journée, donc un peu à l'est, un peu au sud, un peu à l'ouest. Et j'ai décidé de faire une maison qui est entièrement alimentée en 12 volts. Et non pas en 230 volts comme les maisons c'est-à-dire des ampoules habituelles. 12 volts pour l'éclairage, voilà, du matériel 12 volts. Toutes les ampoules à l'intérieur sont des ampoules à LED qui fonctionnent en 12 volts. Et pourquoi 12 volts? Parce qu'on trouve énormément d'accessoires en 12 volts, grâce aux camping-cars et aux bateaux de plaisance notamment, qui ont énormément d'équipements en 12 volts. Ça veut dire qu'on peut même réussir à trouver, entre guillemets, son équipement électroménager oui. En prenant du matériel destiné à la base peut-être à d'autres usages, mais on le trouve en 12 volts. Oui, on peut trouver. Alors, matériel électroménager en 12 volts, il coûte un peu plus cher. Maintenant, je suis comme tout le monde, j'ai une machine à laver. Et je la fais marcher en 230 volts avec un onduleur. Un onduleur, c'est un appareil qui transforme le 12 volts continu en 230 volts alternatif. Et donc, je fais marcher ma machine à laver avec un onduleur que j'allume juste de temps en temps quand j'ai besoin de faire tourner la machine. Ceci dit, la machine ne consomme pas beaucoup parce que j'ai débranché la résistance électrique qui chauffe l'eau. Et c'est elle qui consomme énormément pour chauffer l'eau. Et j'alimente ma machine à laver avec de l'eau chaude solaire en général. Donc, elle consomme presque rien, c'est-à-dire 300 watts à peu près, donc c'est pas beaucoup. Alors ça fait quand même tout un système. C'est vrai, vous le disiez, économiquement, c'est pas forcément intéressant à l'achat. Ce n'est pas que pour ça que vous le faites. C'est surtout après la retombée, on la voit, on va dire mois après mois. Mais tout ça a demandé combien de temps? Parce que vous dites, ça fait à peu près 3 ans que vous y habitez. Mais c'est quand même des choses que vous avez mis vous-même en place. Ça demande aussi énormément de temps à mettre en place et à réfléchir. Ah bah le projet a débuté, début des années 2000, fin des années 90, quoi. Je commençais à me renseigner, à faire beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai lu beaucoup de livres. Enfin, j'ai fait énormément de choses pour déterminer mon projet. On s'inspire beaucoup de ce qui peut être fait par d'autres, et à l'inverse, d'autres s'inspirent beaucoup de ce que vous faites. Alors, je sais pas si d'autres s'inspirent de ce que je fais pour l'instant, mais si, je reçois beaucoup de mails, comme j'ai un blog sur Internet, donc je reçois quand même beaucoup de mails auxquels je réponds toujours. Enfin, j'essaye d'aider les gens qui ont une recherche d'autonomie. Moi, je me suis inspiré de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrick Baronnet, qui est à Moindon-la-Rivière, à côté de Châteaubriand, à côté de Nantes, qui a une maison autonome et qui, lui, est autonome depuis 30 ou 40 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est un précurseur. Comme il fait en plus beaucoup de stages, qu'il faisait un éco-festival avec des universités d'été, j'ai participé souvent aux universités d'été et aux stages. Donc, techniquement, c'est à la portée de tout le monde, à condition évidemment de partager ses savoirs, enfin de participer à l'écoute, à regarder ce que font les autres. N'importe qui veut prendre le temps et qui a la motivation de faire, finalement, peut se lancer dans ces aménagements en étant un peu accompagné par d'autres. Alors, un bon bricoleur pourra se débrouiller tout seul. Maintenant, même quelqu'un qui bricole pas, il peut très bien faire un tas de choses par des artisans. La seule chose, c'est que les artisans n'ont souvent pas le savoir-faire particulier pour faire une installation en 12 volts, par exemple, ou certaines installations photovoltaïques ou solaires un peu particulières. Mais c'est tout à fait possible d'embaucher un artisan et un conseiller. Quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à vendre. Personnellement, pour l'instant, je ne le fais pas. Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Il suffit d'avoir le bon conseiller, le bon accompagnateur de chantier, une sorte de maître d'œuvre qui va expliquer à l'artisan comment faire et qui va suivre un peu le chantier moi, je connais des artisans qui ont envie d'essayer autre chose que uniquement les choses conventionnelles.
Enfin, il y a un dernier aspect qui se rattache un peu à l'autonomie. Vous l'avez d'ailleurs effleuré à un moment dans une de vos paroles lorsqu'on parlait du photovoltaïque en décembre et janvier. Est-ce que finalement c'est lié aussi à un mode de vie plus économe? Est-ce que c'est lié à une réflexion globale sur la consommation? Bien sûr, de toute façon, quand on produit soi-même son énergie et qu'on récolte son eau de pluie pour l'utiliser, on fait très attention. C'est naturel. Quand on est dans une maison où il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir la lumière et qu'on se pose pas de questions, juste on paye sa facture en fin de mois, on fait pas très attention à sa consommation. Quand on la produit soi-même, vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. On fait toujours très très attention. On laisse pas allumer n'importe où, on laisse pas l'ordinateur allumer toute la journée si on s'en sert pas. Enfin bon. Voilà donc quelques réflexes et ça peut pousser la réflexion jusqu'à devenir non plus une maison autonome mais un humain autonome dans le sens où vous avez par exemple une réflexion sur l'alimentation aussi Oui, bien sûr, ça c'est la prochaine étape après l'autonomie du bâtiment qui sera autonome bientôt en chauffage. Pour l'instant, je suis pas encore autonome en chauffage mais seulement en eau, en électricité. Ensuite, c'est l'autonomie alimentaire. Donc j'ai commencé déjà à planter un verger avec plein d'arbres fruitiers différents avec des variétés bretonnes anciennes. J'ai trouvé un pépiniériste spécialisé dans les variétés bretonnes anciennes, donc j'ai fait ça. Et puis l'étape suivante, ça va être la permaculture, c'est-à-dire jardin permanent, pour essayer d'être le plus autonome possible au niveau alimentaire. Voilà donc un projet à suivre. Marc Giron, c'est sa maison autonome. On va rappeler avant de se quitter quand même l'adresse de votre blog, puisque vous avez un blog où vous partagez justement votre passion de la maison autonome. Oui, alors c'est www.maisonautonome.com. Maison autonome en un seul mot. Voilà, et donc c'est assez facile à trouver. Marc Girons, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette maison autonome. Je rappelle que vous y habitez depuis 3 ans, elle n'est pas encore tout à fait finie, mais vous essayez de démontrer, vous faites partager cette passion que c'est possible de vivre en autonomie. Merci beaucoup.